Je ne sais pas si on va éclairer la façon dont vous pourrez voir un peu plus tard l'angle mort, parce que rien n'est absolument clair dans ce que nous souhaitons éclairer. Néanmoins, je voudrais commencer assez simplement par introduire Pierre Trévidic en notant... je suis extrêmement heureuse d'être là avec Pierre Trévidic, qui est l'un des deux réalisateurs du film, avec Patrick Mario-Bernard qui n'a pas pu venir ce soir, et rappeler qu'il y a un certain nombre de leurs films qui pour moi ont été essentiels mais qui constituent presque une œuvre dans lequel on pourrait à chaque fois reposer cette question qui est celle qui va nous occuper aujourd'hui. Il y avait donc un film qui s'appelle Dancing, que vous avez peut-être vu il y a maintenant une quinzaine d'années, peut-être. Oui, un peu moins. Un tout petit peu moins. Et un autre qui s'appelait L'autre, avec Dominique Blanc. Et dans les deux cas, on avait un travail très différent de celui de l'angle mort, où la question, effectivement, du rapport entre le réalisme et le fantastique aurait pu faire l'objet de cette réflexion. Et voilà. Et donc on va partir de ce couple qui est apparemment tout simple, fantastique et réalisme, à ceci près qu'il semble presque indémêlable. Et je crois que c'est un petit peu de ça dont Pierre voudrait vous parler ce soir. Est-ce que tu veux... Est-ce que ça marche? Par ailleurs, si je parle comme ça, est-ce que vous m'entendez? Pas tellement, hein. Oui, alors, il a été question dans l'aimable introduction de tout à l'heure, et dans laquelle il a été question d'université populaire. Alors, évidemment, c'est très intimidant, quoi, tout ça. C'est très intimidant parce que je vais embarquer Laure là-dedans. Nous sommes tous, sauf des instituteurs ou des professeurs, et au fond, pas vraiment des spécialistes du fantastique. Je ne me vois pas du tout comme un spécialiste du fantastique, même s'il est vrai, c'est une autre obscurité à tirer au clair peut-être, même s'il est vrai que je le pratique avec mon camarade Patrick Mario-Bernard assez régulièrement. Et quand je dis assez régulièrement, je vois que ça ne fait pas le compte, c'est-à-dire presque à chaque fois. Patrick Mario-Bernard, d'ailleurs, qui a été frôlé ces jours derniers par quelque chose dont on espère que ce n'est pas le coronavirus, mais enfin c'est quelque chose qui donne de la fièvre et qui oblige à garder le lit. Il est vraiment désolé de ne pas être là ce soir et je vous prie de l'excuser. Alors on pourrait aller très vite, j'ai l'impression, c'est-à-dire que quand on dit qu'est-ce que c'est le libellé déjà, y a-t-il... Est-ce que le fantastique peut être un genre réaliste? Je ne sais pas si vous partagez le même... Enfin, si vous connaissez le même mouvement que moi, mais je dirais que la réponse est évidente, c'est oui. Et on pourrait aller dîner maintenant. C'est-à-dire que, en un sens, le fantastique est évidemment nécessaire, le réalisme plutôt est évidemment nécessaire au fantastique, exactement autant que le fond l'est à la figure. Alors, bon, ça permet d'approcher une première définition simple ou simplette du fantastique, qui serait sur une toile de fond fidèle aux lois générales de la réalité quotidienne. Quelque chose fait exception à ces lois générales. Le point où l'exception se fait ne fait qu'un avec l'apparition du fantastique. Voilà, c'est un couple qui marche très bien, réalisme fantastique. C'est un couple solide, sur lequel on peut compter, qu'on retrouvera là où on l'a laissé, dont on pourra se servir longtemps encore. Même si, évidemment, dans leur association et aussi dans la façon comme ça un peu simple et évidente, et peut-être trop évidente qu'ils ont de s'éclairer l'un l'autre,
il y a des choses trappes, c'est-à-dire quid du réalisme? Est-ce que c'est vraiment le fantastique qu'il s'agit de définir? Est-ce qu'au fond, le réalisme n'est pas une chose encore plus compliquée et partant plus intéressante à définir? Je vais passer par une anecdote personnelle pour essayer de raconter ce que je cherche à dire, et que je préfère raconter d'ailleurs. Il n'est pas impossible que dans le feu de l'action, au cours de cette petite dissertation, je sois amené à prononcer des phrases du genre « je pense que ». Alors, à chaque fois que je le dirai, d'une part, sachez que je m'en voudrais, et sachez aussi qu'il faut l'entendre au sens de « je me dis que » ou « je me raconte que ». Cette petite lampe ici est l'espèce de modeste mais sincère ambiance de roulotte de diseuse de bonne aventure qu'elle déploie autour d'elle, sert à dire ce minimum de mise en scène, donc sert à dire deux choses. La première, c'est qu'il faut saisir chaque occasion de faire un peu de mise en scène parce qu'elles sont quand même très rares. Je peux vous en parler. Et ça sert à dire qu'au fond, ce dont il va être question maintenant, c'est plutôt des histoires que nous nous racontons. C'est plutôt des histoires que je me raconte, je parle pour ma paroisse en tout cas, plus que des choses que je pense, au sens où l'université, populaire ou pas, peut l'entendre. Une anecdote, donc, je m'en voudrais beaucoup si elle devait avoir l'air d'une confidence pesante. C'était la nuit et j'étais couché à côté de mon camarade et nous venions d'éteindre. Nous étions donc, la conversation était terminée, on avait décidé d'éteindre, et nous étions dans ces quelques minutes qui sont celles de incroyablement agréables chez le somniaque, et sans doute pas très agréable chez l'insomniaque, qui est ce moment de dérive et de glissade vers le sommeil. Et puis ce temps, comme vous savez, il dure plus ou moins longtemps. On laisse son regard errer, et alors c'était donc la chambre obscure, vous l'imaginez très bien. La chambre obscure n'est pas complètement noire, c'est-à-dire avec cette espèce de clarté qui est la lumière de rien, mais qui arrive à rentrer quand même. Il y a un beau mot dans le dictionnaire pour ça, qui est nitescence, je crois, presque impossible à employer dans la conversation, mais voilà, on voit quand même un peu, les choses sont noires, mais certaines sont moins noires que d'autres, ou plus noires que d'autres. Donc ma surprise a été grande de distinguer sur une chaise où normalement devait reposer seulement quelques vêtements abandonnés, peut-être quelques livres ou des choses comme ça, quelqu'un assis. C'est-à-dire une silhouette humaine, évidemment humaine. Dans le dispositif lumineux que je viens de dire, c'est-à-dire la chambre très noire et cette silhouette plus noire que le noir de la chambre. Alors évidemment, on convoque tout ce qui est raisonnable dans sa petite tête déjà un peu ensoleillée, ou plus tellement, en fait, en l'occurrence. On se dit, mais qu'est-ce que ça peut être cette chose-là? Et on ne trouve aucune réponse. Parce que sur la chaise, en effet, il est censé y avoir quelques vêtements, c'est tout, donc des choses affaissées, pas du tout des choses qui se tiennent, pas du tout, voilà. Ça ne faisait pas peur du tout, en réalité. La peur est venue un peu après, quand, sans doute à une certaine immobilité trop grande qui était la mienne, j'ai entendu mon camarade me dire « Tu le vois aussi ?» Là-dessus, prends pas le combat, on rallume les lampes, et il n'y avait rien. Mais qu'est-ce que c'est que cette scène-là, en fait? Vous voyez, écrivons un livre, juste une page, faisons un film, juste un court-métrage, peut-être un film d'une minute. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi le genre de cette chose-là? Mettons qu'on aura commencé à raconter l'histoire avec le moment où nous avons fini de commenter l'un et l'autre notre journée, séparée ou commune, fini la vaisselle, fumé une dernière cigarette, etc. Bon, c'est un film réaliste. Il cesserait sans doute d'être réaliste au moment où la créature noire apparaît. Mais qu'est-ce que je peux vous dire? Elle y était.
Et on l'a vu, tous les deux. En sorte que, ici, Fantastique a l'air de poser quand même beaucoup moins de problèmes que le réalisme lui-même. Bon, alors, pour mettre de l'ordre dans nos idées, il n'y a pas meilleur moyen que de se retourner vers l'étymologie, par exemple, mais évidemment, à sa façon à elle, parce qu'elle a une façon bien à elle, l'étymologie, de brouiller les cartes, on tombe sur un mot grec assez beau. Je ne suis pas helléniste du tout, donc je ne sais même pas si je vais réussir à prononcer correctement. Je crois que c'est fantasein. Je crois que c'est un verbe qui signifie, tenez-vous bien, montrer et apparaître. Impossible d'espérer une aide simple d'une notion de ce genre, évidemment. Mais on peut peut-être essayer de l'apprendre. Alors on va essayer de l'apprendre dans l'ordre. C'est-à-dire, on va essayer de... Voilà. Mais elle dit quand même la complexité de cette association montrer et apparaître, quand même deux choses que tout invite à distinguer assez clairement quand même. Ça dit à quel point rien ne va de soi avec cette histoire de voir, quoi. En fait, le fantastique, d'une certaine manière, on a parlé du point d'exception tout à l'heure, et c'est peut-être cette notion-là qui est la plus éclairante. Je me dis que la grande vertu du fantastique, et ce pourquoi, en un sens, on devrait pouvoir dire qu'il n'y a de cinéma que fantastique, c'est la grande vertu du fantastique, c'est de nous arrêter sur ce qu'il y a de non naturel dans le fait de voir. Mais tu as l'air de refuser là, de poser la question du surnaturel. Tu as presque l'air de tourner autour, sans pour autant... il me semble que surnaturel, c'est peut-être un usage personnel du mot, mais une façon personnelle de le comprendre. Il me semble que surnaturel contient ou véhicule des tas de choses dont je ne suis pas sûr d'avoir tout de suite envie de parler, en fait. Parce que, après tout, l'histoire de la silhouette dans je dis un bonhomme, mais c'est impossible de voir réellement de quoi il s'agissait. Cette silhouette noire dans la chambre obscure, en quoi c'est surnaturel, j'en sais rien, je ne sais pas en mesure de le dire. C'est pour ça que le point d'exception me paraît, plus juste, plus modeste et plus juste aussi. Ça apparaît, vous allumez, et quand la lumière est faite, ça disparaît. Voilà. Ça raconte quand même une histoire plutôt rigolote sur ce qu'il en est de voir, quoi. À quel point rien ne va de soi avec ça. C'est pour ça qu'en poussant le bouchon un peu loin, il me semble qu'en effet, on devrait pouvoir dire que parce que le fantastique met la vision elle-même en crise, le cinéma a toujours plus ou moins à voir avec ça. Tu fais du cinéma fantastique, ou peut-être même du cinéma, mais en tout cas du fantastique dans le cinéma, un outil plus qu'un genre. Un outil d'optique. Oui, sûrement. J'aurais vraiment adoré être capable de, mais je ne le suis pas, mais être capable d'en faire un genre, comme tu dis. C'est-à-dire, je pense que nous aurions moins de mal à nous attirer les faveurs du complexe militaro-industriel qui dirige le cinéma, si nous pouvions tomber dans un genre. Et d'ailleurs, je crois que nous n'avons pas d'objection philosophique à ça, à l'idée du genre, même si quand même, force est de constater que récemment, par un retour massif, soutenu par le marketing, le genre ne présente pas toujours le visage le plus aimable. Il est souvent, il se résume souvent à un exercice de manipulation pure et simple de signes, sans rien tenter vraiment très hardi sur la question du visible ou des dispositifs optiques que le fantastique en tant que tel permet de braquer sur la réalité. Voilà. Et donc il s'agit de faire voir. Et on va peut-être présenter le premier
Oui, alors c'est ça. Il s'agit de faire voir et regardons un petit morceau de Rendez-vous avec la peur de Jacques Tourneur ensemble. Je crois que je vais éteindre la lampe pour signaler que l'extrait doit partir. C'est pas sérieux. Non, c'est pas ça ce que tu voulais dire par faire voir. Si, c'est ce que ça veut dire, faire voir. C'est-à-dire, c'est une histoire, je sais pas, pour ceux qui n'ont pas le film en tête, c'est une histoire d'ésotérisme, un savant, un érudit, fou, noue un contrat avec des démons, et puis finalement il est dépassé par le contrat, évidemment. Et puis le démon se met à éliminer tous ceux qui risqueraient de nuire au savant en question. Donc voilà, le démon vient nous être présenté. Alors évidemment, alors ça peut ressembler, bon, c'est donc un film de Jacques Tourneur, non produit par Val Newton. Et c'est pour ça, c'est parce que Tourneur n'y est pour rien, en fait, c'est parce que cette apparition du monstre lui a été imposée par la production qu'on a le droit d'en parler sans avoir l'air d'en dire du mal de Jacques Tourneur. Jacques Tourneur est le grand maître qu'on sait, et je m'en voudrais beaucoup si cet extrait pouvait ressembler à un geste de mauvais camarade, ma piété filiale et sans reproche à l'égard de Tourneur. Ça vaut la peine. Enfin, ça vaudrait. Voilà, on peut peut-être dire un mot d'ailleurs de la collaboration entre Newton et puisque je parlais du complexe militaire industriel tout à l'heure, Newton précisément n'appartenait pas au complexe militaire industriel. Tourneur avait l'habitude de dire moi je suis très terre à terre, c'est Newton le poète. Ça il faut quand même l'entendre d'un homme comme Tourneur. C'est un autre producteur qui a contraint donc Tourneur à mettre ce monstre dans le film. Alors, voilà, oublions ça, ou pas d'ailleurs, parce que c'est malgré tout une façon de montrer les choses. Il est question d'un démon, montrons le démon. Alors, tout a vieilli, c'est plus vraiment regardable, sauf avec un sourire en coin, sauf plus ou moins attendri. On dirait, je sais pas, on dirait qu'ils ont fait le maximum pour que ça ne marche pas. C'est-à-dire que non seulement, évidemment, la figure elle-même n'est pas très bien articulée, elle est trop lente, et puis il y a ce bruit très très bizarre qui fait penser à
quelque chose de rouillé qui tourne et on a l'impression qu'elle est assise sur un tricycle ou quelque chose comme ça. Enfin, rien ne va. Donc, c'est une petite, disons que c'est l'extrait d'une petite appoggiature pour parler de ce dont il en retourne avec le génie de Tourneur. Quand on ne sait rien de Tourneur, on sait au moins une chose, c'est que c'est le maître, un des maîtres incontestés de la suggestion. La suggestion qui est une autre façon de montrer et qui répond bien à la première moitié du sens de fantasème, qui est faire apparaître, montrer en apparence. Voilà. Alors, pour nous nettoyer les yeux, même si les plans de la voiture me plaisent beaucoup, et que je trouve l'ensemble très réussi, passons maintenant à un extrait de La Féline, une séquence canonique que ceux d'entre vous qui aiment le film reconnaîtront tout de suite. Come on, sister. Are you riding with me or ain't you? You look as if you'd seen a ghost. Did you see it? Taxi, lady? Bon, pas grand-chose à ajouter là, cette fois. C'est-à-dire que cette fois, non seulement il n'y a rien, mais il n'y a rien. Non seulement on ne verra pas donc la créature, on la verra avant qu'elle ne se transforme en créature fantastique. On verra quelques branches secouées au sommet d'un mur, mais de la féline, à proprement parler, on ne verra rien. Vous vous souvenez sans doute de l'argument Simone Simon, qui est la deuxième femme, celle qui a pris la première en filature, celle qui avait le manteau sombre, donc Simone Simon est installée aux États-Unis, elle vient des Carpates et elle est frappée par une antique malédiction qui transforme en fauve
femmes de son sang, toutes les femmes de son peuple, quand elles sont jalouses. La jalousie les transforme en tigresse ou en panthère. Alors, une des choses, enfin, il y a mille choses merveilleuses là-dedans. Il y a même l'invention d'une figure qui portera ensuite le nom de Boss Effect, l'effet du bus, qui est l'homophonie entre un cri de fauve et le crissement de pneus du bus qui arrive et qui fait sursauter, alors même que c'est un objet de la vie quotidienne. Une grande fortune, c'est cette figure a connu, comme vous le savez, une grande fortune. Évidemment, la chose magnifique là-dedans, et sans se lancer dans les détails, une analyse plan par plan qui n'a pas de sens, c'est que c'est less is more, comme disait Browning. C'est-à-dire que c'est en creusant et en creusant encore, c'est beaucoup plus par le silence que par le son et par l'absence que par la présence que Turner réussit son coup. Réussit son coup tellement merveilleusement que, après avoir vu le film et en cherchant à se le rappeler, enfin c'est mon cas à moi en tout cas, je suis quand même persuadé d'une manière ou d'une autre d'avoir vu la panthère au sommet du mur, au-dessus de la rébus. Ça tient simplement au fait qu'elle est dans le plan suivant, sagement contenue par sa cage aux eaux. Alors voilà, donc, montrer de façon très convaincante, de façon très éloquente, dans une rhétorique vraiment efficace, ce serait au fond rien montrer du tout. Donc l'art de la mise en scène serait, d'une certaine manière, enfin tel qu'il est brillamment illustré ici, un art du passe-passe. Mais ça c'est très bien pour répondre à la première moitié de Fantasy, montrer en apparence, mais pas tellement pour la seconde, qui est apparaître. Et la question, elle est quand même bien là pour finir, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a quelque chose ou pas pour finir? C'est-à-dire que, sur cette chaise dans la chambre, est-ce qu'il y avait quelque chose ou pas? On nous parle d'une femme transformée en fauve. Est-ce qu'elle y est ou pas? Est-ce qu'on peut la voir? Est-ce que quand je vois quelque chose, la chose que je vois y est ou pas? C'est quand même ça, au fond. Et on peut départager d'une certaine manière, sans doute pas la qualité des productions du fantastique, mais en tout cas le goût des spectateurs. Je sais que j'ai un goût, voilà, qui est le mien, pas plus que ça, très prononcé pour le courage en quoi consiste à un moment ou à un autre de se colter avec la chose elle-même. Alors, juste histoire de se dire on n'a pas rêvé. Alors, Fantasy, évidemment, on peut sortir tous les tiroirs, évidemment. Il en sort aussi dans d'autres langues européennes, le fantasme, et je crois que c'est le même mot et le fantôme, et je pense que c'est le même mot en italien. Donc, fantasme ou réalité, voilà la question. C'est toute l'affaire d'un film dont on va voir un extrait maintenant, un très beau film de Jack Clayton qui s'appelle Les Innocents et qui est l'adaptation du Tour d'écrou de Rick James. C'est toute l'affaire du film et du scénario de Truman Capote. Cette dame, Miss Giddens, Deborah Kerr, est-ce qu'elle se raconte des histoires ou pas? Anna?
found me if I hadn't pounced on you. Oh. Did I frighten you? Yes, a bit. Now you're my prisoner. Oh, Miles, let me go. Why? You're hurting me. Am I? Yes, Miles, please let me go. Why? I told you, you're hurting me. Now, Miles, I mean it. Do you? Oh, you found it. I've missed it so. Mrs. Gross must have hidden it here. Now it's your turn to hide. Hurry, run! All right. Now where? Oh, where shall I hide? Wherever you like. We'll count 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Whatever are you doing there, miss? Heavens, child, you're white as milk. I saw him. Don't tell me I didn't, because I did. I saw him staring. Who, miss? The same man, the man on the tower. The tower? But now, just now, he was staring past me into the house as if he were hunting someone. Oh, what's he like, miss? Oh, he had dark curling hair and the hardest, the coldest eyes. Is he... Would you say he was very handsome? Oh, yes, yes, handsome and obscene. But I've seen him before. Yes, I know where I've seen him. A picture. There's a picture of him. A miniature in a cracked glass in the attic. I'll show you. It can't be. It can't be. You know him. Quint. Peter Quint, the master's valet. But you said... Yes, miss, you see, he's dead. Quint is dead. On se rappelle sans doute l'argument. Deborah Kerr, Miss Gillen est engagée par l'oncle des deux enfants pour s'occuper d'eux dans une maison de campagne, un palais. À 1000 signes fourmillant autour d'elle et insaisissables, elle comprend ou elle se raconte, elle finit par se raconter en tout cas que les enfants sont sous l'emprise maléfique d'esprits qui traînent dans la maison et qui sont ceux des deux membres du personnel, Quint, qu'on vient de voir à travers la fenêtre, et puis une femme du personnel de la maison. Ils ont eu une passion fatale, funeste, et ils sont morts tous les deux. Elle se méfie donc autant des enfants que de tout le reste, finalement, et plus ça va, et plus elle se méfie de tout. Alors, voilà, donc, cette scène m'a paru rigolote parce qu'au fond, en peu de temps et avec une grande économie de moyens, d'une certaine manière, elle rassemble tout ce qu'il y a de paradoxal, de contradictoire, de difficile à mettre ensemble dans le fait d'apparaître. Ce que je me dis, c'est qu'en effet, apparaître, c'est un mot quand même rudement simple pour ce en quoi ça consiste. En tout cas, ce à quoi ça consiste quand on suit pas à pas les stratégies qui sont mises en œuvre ici. Les ennuis commencent d'une certaine manière quand il est question d'une partie de cache-cache. On va voir quelque chose, mais on commence par une partie de cache-cache. C'est exactement comme si à travers ce jeu, mais d'une certaine manière, depuis toujours, apparaître et disparaître n'était qu'une seule et même chose.
Je crois me rappeler, mais je suis sûr de rien, et peut-être que je l'ai inventé d'ailleurs, qu'il y a une étymologie alléguée du mot baleine, qui remonterait à l'italien, au vénitien du XVIIIe siècle, et qui est un verbe qui est balenare, qui signifie apparaître et disparaître. Comme font les baleines quand elles brèchent et qu'elles replongent. Alors il y a cette histoire de cache-cache, mais ça n'est que le début d'une certaine manière. Si on n'apparaît pas sans disparaître, et inversement, il est vraiment difficile de se faire une religion simple et difficile de démêler le tien du mien. C'est-à-dire, on pourrait espérer, ce serait mieux, la vie serait plus simple s'il y avait 0, il n'y a pas de présence, il n'y a rien de visible, on n'a rien, et 1 avec une présence pleine du visible, etc. L'arithmétique nous apprend, enfin, nous invite à penser, ou la physique en tout cas, qu'il n'y a rien entre les deux. Or, il y a des choses entre les deux. Et cette séquence de cache-cache le montre assez bien. C'est-à-dire que d'une certaine manière, et on revient à la question de savoir si on se raconte des histoires ou si on voit quelque chose. D'une certaine manière, tout est préparé pour que Miss Giddens voit quelque chose en effet. C'est-à-dire que dans le grenier, pendant la partie de cache-cache, elle trouve quoi? Elle trouve une image. Et c'est la suite du dialogue le montre bien, d'ailleurs le dit bien, c'est la gouvernante de lui faire remarquer, c'est parce que vous avez vu cette image que vous racontez des histoires. Alors on peut choisir 2 positions là-dessus, c'est-à-dire on peut se dire en effet, bah oui, tout ça c'est de la rêverie, c'est du fantasme, c'est de l'illusion, c'est des mauvais tours joués par l'imagination, au fond il n'y a rien. Il n'y a rien que ma psyché tourmentée. Et de ce point de vue, c'est très élégant, très rapide, très léger, très élégant, le jeu avec les visages et les reflets sur la porte-fenêtre, sur la terrasse. Mais on pourrait se dire aussi, on pourrait lire l'histoire en sens inverse. C'est-à-dire se dire, voilà, faisons attention aux images. Faisons attention aux images, parce qu'une image trouvée dans un médaillon, dans une boîte à musique, c'est une présence qui peut en sortir. Et cette histoire a autant de légitimité que... Cette interprétation a, je crois, autant de légitimité que la première, à savoir, sans doute parce que, au fond, elle relève d'une croyance très profondément ancrée en chacun, à des titres divers sans doute, en chacun d'entre nous, qui est que les choses représentées par les images sont vraiment en elles. L'exemple le plus simple qui montre notre sensibilité à ça, notre sensibilité archaïque à ça, c'est la pornographie, évidemment. C'est-à-dire que dans la pornographie, quelque chose de l'énergie, quelque chose de la présence des images sort de ces images-là et provoque chez celui qui les regarde ou celle qui les regarde des réactions physiques, des conduites, etc. Mais c'est vrai aussi, si vous n'aimez pas mon exemple sur la pornographie, c'est vrai aussi de l'imagerie sacrée, sur un autre plan, que je t'invite à distinguer, mais qu'on pourrait rapprocher de ce point de vue. Si quelqu'un arrache une image représentant Jésus d'un livre, la pose par terre et pisse dessus, chez tous les spectateurs, à des niveaux variés, il sera évident que c'est sur Jésus qu'on pisse, pas sur une feuille de papier. Il faut bien donc que quelque chose... Voilà, c'est ça que je voulais parler. Est-ce que tu sais où nous en sommes? On avance. Alors, je crois que il se passe quelque chose à un moment où on se pose la question de ce qu'on perd à chaque fois qu'on voit dans le...
on a proposé que l'objet du fantastique est au fond le réel lui-même, que c'est dans cette configuration particulière qu'il est étrange, enfin, et toutes les... Or, il y a un trait commun à toutes ces figures, ce qui est vrai du dragon est aussi vrai de Quint, ou des innocents, ou des sœurs jumelles. Ils nous regardent. Oui, ça c'est une chose vraiment extrêmement frappante, mais en fait, c'est extrêmement... elle m'a paru frappante seulement quand j'ai considéré la liste des extraits que nous avions arrêtés, Patrick et moi. On va regarder tout à l'heure un extrait de Shining, c'est que il a été question de voir, il a été question des stratégies, presque d'une physique de la vision. Mais ce qui se passe quand nous regardons toutes ces apparitions, et qui peut même nous échapper complètement, c'est qu'elles nous regardent en même temps. On peut peut-être revenir là-dessus et lancer maintenant l'extrait de Shining. De Shining. What time does the plane leave? 8:30. Well, that still gives us plenty of time to go over everything first. Bye, Mr. Allman. Bye. Good morning, Jack. Hope you haven't been waiting too long. No problem. In fact, we had time to grab a bite to eat. Good. Glad you made it before they shut down the kitchen. Is your family having a look around? No, my son's discovered the games room. Oh. Has your luggage been brought in? Right there. Oh, fine. Well, in view of all the ground we have to cover today, I suggest we go have a quick look at your apartment and then get started straight away. Bill, would you have the Torrances' things brought to their apartments? Fine. I better collect my family first. Oh. This is our Colorado lounge. Oh, it's beautiful. My God. This place is fantastic, isn't it, hon? Sure is. God, I've never seen anything like this before. Are all these Indian designs authentic? Yeah, I believe they're based mainly on Navajo and Apache motifs. Oh, well, they're really gorgeous. As a matter of fact, this is probably the most gorgeous hotel I've ever seen. Oh, this old place has had an illustrious past. In its heyday, it was one of the stopping places for the jet set, even before anybody knew what a jet set was. We had 4 presidents who stayed here. Lots of movie stars. Royalty? All the best people. À sa façon, Shining reprend la figure dont on vient de parler d'ailleurs. Je n'avais pas l'intention de passer par là, mais je ne sais pas si... Enfin, ceux d'entre vous, enfin tout le monde connaît ce film, je suppose. Vous vous souvenez peut-être qu'au moment où la famille de Jack Torrance arrive à l'hôtel Overlook, le commis, Monsieur Halloran, prend Danny sous son aile et l'emmène manger une glace. C'est l'occasion, en fait, en réalité, et c'est ce que Halloran avait derrière la tête, d'une conversation en tête-à-tête avec le petit garçon. Halloran a senti tout de suite qu'ils partageaient le même don, en fait. Ils vont en avoir le cœur net. Et il lui parle de ce qu'il pourrait voir dans l'hôtel.
Alors il lui dit quoi? Il lui parle pas de la nature même des apparitions. Il lui dit c'est comme des images dans un livre. Alors cette fois, à la différence du film de Jack Clayton, et même à la différence d'ailleurs de Rendez-vous avec la peur, qui faisait une grande part aux gravures d'ailleurs, qui préparaient l'apparition du démon au début de notre conversation. Ça passe pas par une image à proprement parler, ça passe par la colonne dialogue et par une métaphore utilisée par Halloran. Mais il n'empêche que cette image qu'il s'agit. Et d'ailleurs, enfin, ça n'a pas un rapport direct, mais la figure est trop marrante et trop belle pour ne pas l'aborder du tout. Il y a une sorte de retroussement inverse dans l'histoire de Shining. En fait, à une étape du scénario, si mes renseignements sont bons, Jack Torrance devait tomber sur des archives de l'hôtel qui racontaient l'histoire de l'hôtel. Il devait s'inspirer, il décidait à ce moment-là de s'inspirer de ce stock d'archives pour écrire ce livre qu'il n'arrive pas à écrire. Et Kubrick s'est débarrassé de ça, et on dit qu'il a remplacé ces textes par la scène que vous rappelez peut-être, où Jack Torrance se penche sur la maquette du labyrinthe. Exactement d'une certaine manière comme s'il avait traduit la texture des textes, des coupures de journaux qui constituaient les dossiers trouvés par Jack, en équivalent visuel iconique du texte, à savoir le labyrinthe. Ça, je trouve que... Enfin, je me raconte peut-être des histoires, mais si c'est ça, je trouve ça merveilleux. Alors, bon, ces deux jumelles, ça c'est montré quand même, on est d'accord. Ça c'est pas suggéré, ça c'est pas ma créature noire sur fond noir, c'est pas dans un crépuscule. La lumière est allumée, on voit tout ce qu'on peut voir, les jumelles sont là, et elles nous regardent. Alors évidemment, dans toute cette promenade, je voulais pas le dire parce que ça paraît lourdingue quand on le dit, mais vous l'avez sûrement compris, en réalité, les figures du fantastique, et même si le biais par lequel on essaie de les saisir change tout le temps, sont les figures du réel lui-même. Enfin, on y a fait une allusion en commençant à l'introduction, mais si cette équivalence vaut quelque chose, peut-être qu'elle ne vaut rien du tout, mais si elle vaut quelque chose, ça veut dire que chaque fois que nous regardons, ce que nous regardons nous regarde aussi. Mais il y a pire que ça, c'est que ce que nous regardons dans ces figures du réel, c'est la mort. Et donc, quand elles nous rendent notre regard, c'est la mort qui nous regarde. La nôtre, bien sûr. Au principe du fantastique, au principe de la terreur qu'il produit, il y a ça sans doute, ou peut-être. Enfin, c'est l'histoire que je me raconte, que ça nous rappelle l'horizon concret de toute existence sur Terre et de la nôtre en particulier. Voilà, alors on ne va pas se quitter là-dessus. Il y a une façon de surmonter la mort elle-même. Et alors elle passe pas par un film fantastique à proprement parler. Je crois que j'ai un peu triché, enfin nous avons un peu triché. C'est un extrait de Rencontre du troisième type. Je ne sais pas où vous penseriez le ranger. Chez moi, il est dans science-fiction. Donc on peut dire que c'est un film de science-fiction. Et pourtant, il formule, il pose, il expose de façon tellement puissante et emballante les questions dont il a été, que nous avons abordées depuis le début, que nous n'avons pas pu résister à le mettre dans la liste. C'est lié essentiellement d'abord au fait que Spielberg et quand même Kubrick aussi. Ils ne s'entendaient pas, à mon avis, si bien par hasard. Ce sont des cinéastes d'un grand courage.
Je ne parle pas de leur puissance de travail ni de leur immense talent. Je parle du courage qui consiste à montrer les choses. Spielberg était vraiment un grand montreur, quoi. Tant et si bien que je me demande que en un certain sens, l'action permanente, toujours reprise dans tous ces films, n'est pas essentiellement de voir, justement. Voyons ensemble un extrait de Rencontre du troisième type. You see that? Oh, yes. Good. Is it on? Okay, check the speaker system. Is this one live? Are you reading me on this one? One. How about here? Three. 3 amps. On. Testing. Testing. 1, 2, 3. Testing. Gentlemen, ladies, take your positions, please. This is not a drill. I repeat, this is not a drill. Could we have the lights in the arena down 60%, please? 60%. I don't think we could ask for a more beautiful evening, do you? Okay, watch the skies, please. We now show uncorrelated targets approaching from the north-northwest. Evacuate. Center approach marker. Audio analysis personnel. Behind the double yellow line. NTC stereo, time and resistance. Auto ready. Tone interpolation on interlock. Power to unit tabling now. ARP interlock now. Speed set at 7.5. All positive functions. Standing by. Special ARP team tag C. Kaplan, F. Frank, as the speaking platform.
Sunset. Go. Okay. Start with the tone. Tang. Go. Up a full tone. Down a major third. Now drop an octave. Cool blue. Go. Up a perfect fifth. Nothing. Nothing at all. We have a possible anomaly ranging from +5 milligauss to -15 milligauss. Give me a tone. Ray to the second. Up a full tone. Me to the third. Down a major third. Do to the first. Drop an octave. Do Up a 1/2. perfect fifth. Sol to the fifth. Plus vite. Faster. Plus vite. Plus vite. Kick that mule. Qu'est-ce qui se passe? Allez, allez, on y. Let's go. Plus vite, plus vite. Je ne sais pas si je peux m'exprimer maintenant, mais vous comprenez, je crois, comment je suis heureux. Oui, moi aussi, je suis très heureux ce soir. I'm very happy tonight. Thank you. Présence et félicitations. L'extrait est découpé un peu épais, et ça c'est lié tout simplement au fait que à titre personnel, je raffole tellement de ce film que je ne rate pas une occasion d'en regarder de gros morceaux. Je crois que c'est à peu près, c'est un des très rares films, je crois que je dois les compter sur les doigts d'une main, qui me font pleurer à tous les coups. Je ne vais pas vous dire où exactement. Enfin, la question n'est pas là. La question, c'est que il y a une façon de sortir et des jeux et des paradoxes dissolvants de est-ce que c'est dans ma tête ou est-ce que c'est quelque chose que je vois, et de la provocation fatale de la mort qui nous regarde. C'est regarder à deux. Voilà. Il vous a sans doute pas échappé que l'extrait commence par ça, justement. Roy Neary, vous vous souvenez de l'action, et Gillian ont réussi au prix en surmontant des difficultés innombrables à trouver le lieu secret où a lieu la rencontre avec les extraterrestres. Ils n'étaient pas souhaités, on a semé leur chemin d'embûche, mais ils y arrivent. Ils y arrivent. Ce qu'il y a à voir, évidemment, et prend une telle place qu'il n'était pas complètement nécessaire de donner ce dialogue-là au personnage. Il demande 2 fois à Gillian, est-ce que tu vois ce que je vois? Et à chaque fois, elle dit oui. Ce qui va... la suite, c'est une chose très très merveilleuse pour moi, qui est le moment où Roy Neary décide de descendre sur la base et de se mêler aux équipes techniques. Et juste avant de se séparer de Gillian, qui elle, parce qu'elle a perdu son petit garçon enlevé par les extraterrestres, n'est pas si pressée que ça de tremper dans tout ça, ils s'embrassent comme des amoureux pour la première fois. Ils ont vécu toutes sortes d'aventures, mais ils y pensent pour la première fois. Je ne vois pas de hasard dans le rapprochement de ce baiser
et de la vérification qu'ils ont vu tous les deux la même chose. Je crois qu'il y a moyen de fabriquer un couple avec ça. Même si ce n'est pas ce dont parle le film. Mais je crois que ça nous dit quelque chose là-dessus. Et c'est pas de la petite bière, hein, ce qui se passe là. C'est-à-dire qu'à deux, ils ont réussi à changer de point de vue. C'est-à-dire qu'ils ont réussi tous les deux à passer de l'autre côté de la montagne. Radical changement de point de vue. C'est plus une montagne, c'est une base secrète et tout est prêt. Pourquoi ? Pour accueillir. C'est si vrai que Roy Neary, qui jusque-là, avec elle d'ailleurs, Gillian, était pourchassée, faisait partie des persona non grata, est accueilli par les gens de la base et par Lacombe, c'est-à-dire François Truffaut le premier. Et c'est si vrai que, pour finir, c'est pas seulement un changement de point de vue, c'est pas seulement une réconciliation, c'est l'ouverture d'une temporalité complètement neuve qui est, si vous voulez bien y croire, celle du royaume, et si vous ne voulez pas y croire, qui est celle des possibilités immenses qui vont accompagner notre fraternisation avec les autres occupants de l'univers.